Pascal Emery, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des opérations en DSI. Vous avez rejoint l'entreprise en 2017. Quelles furent pour vous les motivations principales qui vous ont amené à rejoindre l'équipe de Jean-Louis Ribes? Eh bien, je dirais c'est l'émerveillement de découvrir une entreprise, une aventure humaine et entrepreneuriale qui m'a fortement déplacé dans mes convictions, si je puis dire, hein. J'ai fait la connaissance de Jean-Louis qui m'a présenté DSI un an plus tôt, hein, en 2000, fin 2015. Et j'avoue que j'ai été tout à fait stupéfait de constater qu'il était possible d'avoir une entreprise avec déjà plusieurs centaines de personnes dans diverses régions, exerçant différents métiers et surtout ayant la confiance de grands clients comme Airbus, comme Air France, la Société Générale, Enedis, etc. et qui arrivaient à faire une croissance importante en parvenant à inclure, à insérer dans des filières économiques aussi exigeantes que l'aéronautique, la banque, l'électricité, des personnes qui ont de vraies vulnérabilités, qui les avaient éloignées de l'emploi pour beaucoup d'entre elles depuis des années. Voilà, donc ceci m'a émerveillé et ça m'a fait réfléchir dans tout un cheminement qui a abouti à ce que finalement j'offre à Jean-Louis Ribes ma contribution hein, sous forme d'une candidature. Vous parlez du côté social. Oui, Comment un directeur des opérations peut influencer le côté social d'une entreprise, le côté humain? alors une entreprise comme DSI, c'est sa raison d'être, l'homme et l'humain, hein. Alors je crois que toute la direction, pas seulement le directeur des opérations, mais tous les gens qui ont des postes de management même, sont appelés à s'en souvenir. Je dirais à s'en souvenir à chaque instant, hein. Parce que la finalité de DSI, c'est pas comme d'autres de construire des avions ou de gérer des comptes en banque. Notre finalité, c'est de réussir l'insertion professionnelle de personnes ayant des vulnérabilités, ayant des handicaps. Donc si on oublie ça, eh bien on perd le sens de ce qu'on fait. Voilà. Alors, directeur d'opération ou directeur des ressources humaines ou directrice financière, voilà. Dans tous les cas, il s'agit pour nous de nous mettre au service de la personne et tout ce que nous faisons, que nous inventions de nouvelles activités, que nous répondions à un appel d'offres d'un client, que nous recrutions, nous devons avoir à chaque instant en tête que nous sommes là pour donner leur chance à des personnes euh, qui vont réussir malgré leur vulnérabilité. Je dirais qui vont obtenir avec nous, avec toutes nos démarches, en tout cas c'est notre espérance à chaque fois qu'on embauche quelqu'un, eh bien, qui vont réussir à s'épanouir et à créer de la richesse, à créer, à continuer à développer le DSI qui est là depuis plus de 20 ans. Quand vous avez rejoint l'entreprise, qu'est-ce qui vous a semblé le plus urgent dans la stratégie à adopter pour DSI? Alors, ce qui m'a semblé le plus urgent, c'est premièrement de garder l'homme au centre, l'humain au centre, et même de l'y remettre toutes les fois où on peut être tenté dans l'urgence, de la production, du service d'un client, je dirais de l'oublier. Donc je crois que la première chose à faire, c'est de remettre l'humain au centre et pour toute la direction, tous les managers, eh bien, de ne pas oublier que le plus important que nous avons à faire, c'est de garder le contact avec les collaborateurs de terrain, ceux que nous accueillons, ceux à qui nous offrons, nous l'espérons, une expérience professionnelle enrichissante. Donc la première chose à faire, c'est de rester en contact avec eux, c'est de passer du temps à discuter, qu'il s'agisse d'entretien, qu'il s'agisse de réunions d'équipe, qu'il s'agisse d'écoute, hein, en fonction des différentes difficultés personnelles, mais aussi professionnelles, pour organiser la montée en compétences, le développement de l'employabilité, et partager avec eux
voilà notre situation, les enjeux de l'entreprise, les clients qui sont contents, les clients qui sont moins contents, comment est-ce qu'on peut faire pour avancer ensemble. Voilà. Donc ça, c'est la chose la plus importante. Et après, une fois qu'on a dit ça, bien entendu, il nous faut gérer la croissance, hein. Gérer la croissance sans perdre notre âme, gérer la croissance en restant le prototype d'une entreprise inclusive, hein, je dirais qui donne un exemple, je crois, extrêmement intéressant à l'ensemble de la communauté d'entreprises de notre pays, de ce qui est possible de faire. Il est possible effectivement d'accueillir des gens en situation de vulnérabilité, qu'on peut appeler des handicaps. Il est possible non seulement de les insérer, mais avec cela de travailler en équipe de manière très performante, de telle sorte que les grands clients très exigeants, comme Airbus, comme Enedis, comme le Crédit Agricole, eh bien, aient de plus en plus envie de travailler avec nous parce que eh bien, nous leur rendons un service de haute performance avec une véritable agilité, hein. Nous sommes à leur écoute, nous sommes capables d'avancer en fonction de leur évolution, de leurs besoins, et je crois que ça, c'est absolument essentiel. Sur combien d'années on peut élaborer une stratégie? Alors, je crois qu'une stratégie, ça s'élabore à plusieurs vitesses. Je crois que c'est important déjà de connaître et de bien caractériser notre vocation, hein, pourquoi on est là. Donc nous, eh bien, c'est tout simplement d'accueillir dans un milieu professionnel des personnes éloignées de l'emploi et de leur offrir une employabilité durable. Voilà, donc la première chose, c'est bien de se rappeler que c'est ça notre raison d'être et, et durablement, hein. Là, c'est pour des décennies que nous faisons cette profession de foi, si vous me passez l'expression. Une fois qu'on a dit ça, alors après, il faut effectivement éclairer le contexte, hein. Donc nous sommes dans un pays qui, Dieu merci, s'ouvre justement à l'inclusion, hein, et nous voyons que le gouvernement a fait des lois qui vont dans le sens, hein, d'une meilleure inclusion de la personne handicapée, hein. La loi Pénicaud de septembre 2018 va dans ce sens et donne toute sa place à l'entreprise adaptée, en particulier en formant le vœu que 40 000 nouveaux emplois y soient créés d'ici quelques années. Donc ça nous donne un contexte général, et à l'intérieur de ça, eh bien, il nous faut une stratégie de plus court terme qui consiste à définir eh bien, quels sont les marchés sur lesquels nous voulons aller et quelles sont les régions dans lesquelles nous voulons aller, hein. Et c'est notre stratégie qui croise le développement régional avec le développement par ligne de service. Voilà. Les lignes de service, c'est tout simplement les activités que nous voulons faire, hein. Qu'est-ce que nous voulons faire? Eh bien, nous voulons faire de la logistique, nous voulons faire de l'informatique, de l'ingénierie, nous voulons faire de l'infogérance en impression, etc., etc. Voilà. Et alors, à partir de là, eh bien, on va avoir des raisonnements tactiques, où on va dire, mais finalement, par rapport à tel client, par rapport à telle opportunité, tel appel d'offres qui est sorti, qui va sortir, telle opportunité d'alliance et de partenariat avec tel partenaire pour faire de la co-traitance, alors, dans chacune des lignes de produits et pour chacune des régions, on va élaborer un plan de plus court terme encore, hein, pour les mois qui viennent, pour l'année qui vient, où l'on va effectivement prioriser les actions commerciales, les actions de recrutement, les actions de formation et de préparation des équipes pour pouvoir servir les clients et réussir durablement leur employabilité. Vous parliez de logistique et j'aimerais en revenir à vous. Qu'est-ce qui vous a amené, qu'est-ce qui amène un responsable d'entreprise à théoriser sa pratique comme vous l'avez fait, oui, en écrivant ce livre aux presses universitaires de France, le que sais-je sur la logistique? Oui, alors là, c'est de l'histoire ancienne, puisque ça remonte à 2003. Oui, mais... À l'époque, j'étais un jeune logisticien. Et en effet, j'avais envie de partager avec mes confrères. J'étais à l'époque d'ailleurs le président de l'Association française pour la logistique au niveau national. Et avec tous les échanges que cette position me donnait, eh bien, ça me donnait le goût effectivement de partager. Et puis un jour, j'ai rencontré un professeur de gestion de l'université
Paris-La Sorbonne, qui m'a proposé, je dirais qu'il m'a passé commande, si vous voulez, d'un livre aux presses universitaires de France, d'un Que sais-je, la collection Que sais-je, qui est éditée par la presse universitaire de France. Et, et bien sûr, j'ai eu beaucoup de plaisir à répondre à ce cahier des charges, hein, puisque cette collection, ce sont des livres assez courts, donc il faut aller droit au but, il faut être pédagogique et il faut vulgariser, hein. Et donc j'ai eu beaucoup de plaisir effectivement à me livrer à cet exercice, d'écrire un petit collège qui s'est appelé La stratégie logistique en 2003. Pascal et Marie, je vous remercie. Avec plaisir, Yann.